L'essentiel continue, on va plus loin à présent avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, le plan de paix des États-Unis pour l'Ukraine présenté à Kiev. La présidence ukrainienne accuse réception et se dit prête à travailler avec Washington. Volodymyr Zelensky lui dit vouloir s'entretenir rapidement avec Donald Trump. Le président américain qui propose à présent ses services au Soudan pour mettre fin à la guerre considérée comme la pire crise humanitaire au monde actuellement par l'ONU. Donald Trump, dont l'offre de services suscitée par l'Arabie Saoudite est d'ores et déjà saluée par le chef de l'État de transition, le général Al-Bourhan. C'est tout de suite, on va plus loin. On le savait depuis hier, l'Ukraine confirme, la présidence à Kiev a bien reçu un projet de plan de paix élaboré par les États-Unis. De ce que l'on en sait, il fait la part belle aux revendications russes, à tel point que les Européens refusent par avance toute solution qui s'apparenterait selon eux à une capitulation. Volodymyr Zelensky lui fait contre mauvaise fortune bon cœur. Le président ukrainien, qui recevait ce jeudi à Kiev 2 officiels du Pentagone, appelle de ses voeux un leadership américain efficace et fort. Il compte discuter du plan dans les prochains jours avec Donald Trump. Gulliver Krag, vous êtes à Kiev pour France 24. Ce que l'on sait du plan américain consiste à céder à la Russie les 20% du territoire qu'elle contrôle déjà et ampute dans le même temps l'armée ukrainienne de moitié. Oui, et c'est peut-être ces points sur la réduction de la taille des forces armées de l'Ukraine et aussi l'interdiction, si je comprends bien, du déploiement de forces d'autres pays ou au moins de pays de l'OTAN sur le sol ukrainien. Donc pas de forces de maintien de la paix ou de rassurance comme le veut Emmanuel Macron. Il y a aussi des éléments sur l'instauration du russe comme deuxième langue officielle en Ukraine, ce qui est vraiment quelque chose à laquelle la majorité des Ukrainiens, même russophones, sont absolument opposés parce que la langue russe est vue comme un vecteur d'influence russe et d'une manière de contrôler le pays. Et la promotion de la langue ukrainienne est perçue comme extrêmement importante alors qu'une bonne partie de la population, même aujourd'hui, parle encore russe. Aujourd'hui, ce sont autant d'éléments qui ne sont pas acceptables pour l'Ukraine, au point que l'interprétation qui a été faite avant l'annonce officielle faite par Volodymyr Zelensky, par beaucoup de commentateurs, c'était que c'était peut-être pas vraiment un plan de Donald Trump, c'était peut-être une sorte de message envoyé comme provocation que les Russes avaient réussi à convaincre Steve Witkoff, cet envoyé spécial de Donald Trump, d'accéder à cette idée et que le but était plutôt de saper le moral des Ukrainiens en leur faisant craindre que les Américains seraient sur le point de les abandonner et qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège. Malheureusement, après la confirmation par cette délégation officielle américaine qui est à Kiev aujourd'hui et la réception apparemment du document par la présidence ukrainienne, c'est un petit peu plus sérieux que cela, même si les Américains comme les Ukrainiens mettent l'emphase sur le fait que c'est une base pour continuer à parler et pour le moment tout ce que l'Ukraine a accepté de faire c'est de continuer à parler et bien sûr l'Ukraine n'a aucun problème à dire qu'elle est prête à parler paix. Oui, alors ça c'est le discours officiel, ils sont prêts à parler effectivement. Pour autant, comment réagit-on dans les coursives? Parce qu'on imagine bien que ce plan, il est très éloigné des positions ukrainiennes, comme vous venez de le dire, Gulliver. Oui, absolument. Et je pense que jusqu'à un certain point, cela pourra avoir l'effet de saper le moral des Ukrainiens qui n'étaient pas très haut en ce moment. De toute façon, pour 2 grandes raisons. Les Russes avancent sur le terrain. En août, il y avait vraiment espoir que les Russes n'arriveraient pas à prendre Pokrovsk avant la fin de l'année. Ils n'ont toujours pas pris cette ville stratégique dans le Donbass, mais ils sont dans le centre-ville. À d'autres endroits sur le front aussi, ils avancent, notamment dans la région de Zaporizhzhia où le front était resté figé pendant plusieurs mois. Et ce qui rend la situation encore plus problématique, c'est que de plus en plus d'Ukrainiens pensent qu'il y a des problèmes dans leur leadership, que ce soit militaire ou politique, et des décisions prises, notamment quant à la défense de la région de Zaporizhzhia, sont la raison pour laquelle les Russes arrivent à avancer. Donc de plus en plus de critiques envers Volodymyr Zelensky, ce scandale de corruption qui a vu le jour la semaine dernière, des divisions dans le pays, comment il faut réagir à ça, et visiblement un Volodymyr Zelensky qui ne semble pas prêt à procéder à des changements radicaux dans sa manière de gouverner, malgré les appels venant même de membres de son propre camp à se faire. Merci Gulliver Krag, vous restez avec nous. Marc Semo, pour ceux qui en doutaient, Donald Trump consacre son rapprochement avec Vladimir Poutine dont il fait sienne les revendications?
il aussi, ce que montre surtout ce plan, c'est à quel point Poutine ne recule sur rien. Il réaffirme ce qu'il exigeait déjà dans tous les projets précédents, c'est-à-dire l'annexion et la reconnaissance de l'annexion complète de ces oblasts, y compris de la partie qui est encore sous contrôle ukrainien, la diminution des forces armées ukrainiennes. Et là, il revient à la charge, évidemment, parce que le rapport de force sur le terrain est en train de changer, plus l'affaiblissement de Zelensky lui-même à cause des affaires de corruption. Ensuite, il y a le multirécidiviste Steve Witkoff, qui déjà, au début, quand il avait été chargé de la mission, donc c'est cet ami de Trump, son compagnon de golf, qui le laisse gagner, qui est lui aussi un magnat d'immobilier, avait déjà une première fois totalement repris à son compte les exigences russes. Donc là, on a l'impression d'un retour à la case départ. En même temps, c'est pas tout à fait un retour à la case départ, parce que Zelensky a appris à parler le Trump. On voit comment réagit. Oui, c'est une base à partir de laquelle nous allons parler. Évidemment, ce plan signifie une capitulation et il est inacceptable. Ce qui est bizarre, c'est qu'il arrive à un moment où, quand même, Donald Trump avait en partie changé. Demain entrent en vigueur les sanctions qui avaient été décidées par l'administration Trump contre les deux grandes compagnies d'hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil, qui à elles seules font 50% des exportations russes, donc qui vont être très sévèrement sanctionnées, ce qui frappe réellement la Russie au portefeuille. Il avait commencé donc à durcir et à comprendre qui était Poutine. Là, de nouveau, il a l'air de revenir en arrière. Juste pour finir, ce qui est évident, mais ça l'est depuis le début, pour Trump, cette guerre est une guerre absurde, qu'il veut finir au plus vite, y compris en bradant les intérêts des Ukrainiens pour pouvoir passer aux choses sérieuses. D'ailleurs, si on regarde l'ébauche du plan, il y a la guerre en Ukraine, une chose pour la guerre en Ukraine, il y a les garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais il y a aussi plus généralement une nouvelle architecture de sécurité en Europe et les nouvelles relations entre la Russie et les États-Unis. Donc on voit très bien, dans cette espèce de projet, ce qui, pour Washington, est le plus important. Bruno Darroux, s'agit-il d'un plan bâclé quand on voit un plan 28 points qui ressemble à s'y méprendre finalement au plan pour Gaza avec les mêmes acteurs d'ailleurs, Jared Kushner, Steve Witkoff, quand on voit à quel point effectivement ils semblent alignés sur les revendications russes, on s'interroge même d'ailleurs quelle garantie de sécurité propose Washington à Kiev demain. Oui, enfin, on a surtout l'impression effectivement d'un flashback au début de l'année, pas de la séquence dans le bureau ovale où ça s'était très mal passé entre Trump et Zelensky, mais sur le fond où les premières négociations en Turquie, finalement, il y a très peu d'évolution. Effectivement, ce qui est surprenant, c'est qu'on avait l'impression que Trump avait durci le ton, y compris avec les sanctions, effectivement, qui vont rentrer en vigueur, qu'il avait compris à qui il avait affaire. Mais en fait, on a surtout l'impression que, oui, le plus important pour Trump, c'est de se débarrasser de cet énorme sparadrap ukrainien pour passer aux choses sérieuses, pour faire du business avec la Russie. Et puis, peut-être, de manière cynique, profite-t-il de ce moment difficile que traverse l'Ukraine, à la fois sur le terrain, à la fois les civils ukrainiens qui sont très fortement bombardés, l'embarras politique intérieur du président Zelensky, pour peut-être espérer que, au sein même de la société ukrainienne, de plus en plus de voix s'élèveront pour dire bon, allez, il faut bien faire quelque chose. On n'en peut plus de cette guerre. Et il faut donner quelque chose aux Russes. Bon, pas sûr du tout que cette tactique, si c'en était une, fonctionne, mais on a quand même l'impression que Trump se dit quand même que rien n'étant jamais acquis, le moment difficile dans lequel se trouve Zelensky peut être utilisé pour avancer, parce que je pense que ce qui l'horripile au plus haut point, il a été obligé de durcir le ton contre Poutine, mais il voit que ça n'avance pas. Alors, à différence, le plan de paix, effectivement, qui a été concocté pour Gaza, finalement, là, c'est les Américains qui le font. Donc, à un moment donné, il doit s'impatienter et il veut que ça bouge, en dépit du fait qu'il a reconnu que Poutine, alors je ne sais pas s'il pense que Poutine le balade ou cherche à gagner du temps, mais malgré ça, je pense que l'objectif du business avec la Russie reste très important, même si on pourrait en discuter, les fruits à en tirer pour les États-Unis ne sont pas aussi mirifiques que Trump semble l'espérer, et que pour le moment, Zelensky étant en difficulté, on essaye de faire bouger les choses. Mais je pense que même côté américain,
on sait très bien que pour les Ukrainiens, ce qui est proposé là n'est pas acceptable en l'état. Alors, sans parler de la mauvaise manière, une nouvelle fois, faite aux Européens qui sont mis devant le fait accompli. Oui, les Européens commencent à s'étonner dans ces conditions qu'ils rejettent déjà ce qui s'apparente pour eux à une capitulation. Le mot est du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. On le savait, ils n'avaient pas voix au chapitre aux yeux des Américains. C'est confirmé aujourd'hui. C'est confirmé. Il y a un moment, on avait l'impression que malgré tout, et notamment Emmanuel Macron, avait réussi à rentrer un peu dans le jeu. C'est-à-dire, ils avaient d'abord contribué à réconcilier Zelensky et Trump après la scène lamentable dans le bureau ovale. Ils s'étaient vus lors des funérailles. Il y avait une rencontre entre Zelensky et Trump lors des funérailles du pape François. Ensuite, cette collaboration avait continué. Après la rencontre d'Anchorage en Alaska, où effectivement, de nouveau, Trump était tombé sous la fascination de Poutine, ils avaient organisé un voyage de 7 chefs d'État et de gouvernement les plus impliqués et ceux qui ont le plus l'oreille de Trump à la Maison-Blanche pour être avec Zelensky pour que justement, d'une manière ou d'une autre, l'Europe et l'Ukraine soient à la table. De nouveau, ils ont été mis devant un fait accompli, ce qui n'est pas une surprise parce que l'administration américaine avec Trump fonctionne comme ça. Même les autres d'ailleurs, les autres étaient moins caricaturales. Là, on est dans la caricature absolue. Mais ce plan... au-delà de tout, non seulement c'est une capitulation, mais il est lourd de toutes les guerres futures. C'est-à-dire, qui peut penser sérieusement qu'après ce qui s'est passé, l'Ukraine peut se contenter d'une armée réduite de moitié, voire privée des armes occidentales, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le plan, etc. Des missiles longue portée aussi. Voilà, des missiles longue portée. C'est véritablement, dans ce plan, on fait de l'Ukraine une vassale qui pourrait être annexée d'un moment à l'autre par Poutine. Donc il est logique que les Européens soient là. Le seul problème, et je terminerai là-dessus, c'est que cette guerre est la nôtre. Ce qui se joue là, c'est notre frontière en tant qu'Union européenne. Disons, le problème, c'est que les Européens n'ont pas vraiment les moyens, surtout dans l'immédiat, surtout s'il y a un clash avec Trump, d'assurer une relève, seul pour le moment. On va l'évoquer avec les déclarations du chef d'état-major des armées, mais un dernier détour par Kiev. Gulliver Krag, c'est véritablement la faiblesse actuelle de l'Ukraine qui a provoqué, d'après vous, cette sortie d'un plan dont on imagine, compte tenu de sa physionomie, qu'il était dans les tiroirs de Donald Trump depuis un moment. Beaucoup d'analystes pensent que oui, c'est effectivement la Russie et peut-être plus ou moins alliée avec Steve Witkoff, qui a une connaissance absolument minime de l'Ukraine, mais visiblement est celui qui promeut les points de vue de la Russie auprès des Américains, auprès de Donald Trump, et penser que c'est le moment d'agir parce que l'armée est affaiblie sur le front et surtout Volodymyr Zelensky est affaibli sur le plan politique. Mais il est possible que, en fait, paradoxalement, peut-être cette situation aide Volodymyr Zelensky à survivre à cette crise politique parce qu'il pourra argumenter que ce n'est vraiment pas le moment de changer d'équipe en ce moment où il y a des négociations en cours, où l'heure est grave, si vous voulez. Il pourrait peut-être même contre-attaquer en disant que ceux qui ont fait la publicité autour de ce scandale de corruption et qui font ces appels à ce qu'il licencie par exemple son chef de cabinet Andriy Yermak, ne font que faire le jeu des Russes pour l'affaiblir. Il pourrait peut-être utiliser ces arguments-là pour survivre à court terme, et certainement, je pense que maintenant il va penser qu'il va parler à Donald Trump et il espère avoir le même effet qu'il a pu obtenir au Vatican par exemple et lors de ses autres rencontres récentes avec le président américain et le faire changer de position à nouveau. Et je pense que même les Ukrainiens les plus critiques envers Volodymyr Zelensky doivent avouer que c'est probablement M. Zelensky qui a le plus de chance avec Donald Trump. Difficile d'imaginer un Petro Poroshenko ou un Valery Zaloujny, le principal rival politique de Zelensky selon les sondages pour une présidentielle potentielle, avoir le même charme et pouvoir convaincre le président américain de la même manière. Voilà qui fait peut-être les affaires de Zelensky à défaut de faire celles de l'Ukraine. Merci beaucoup Gulliver Krag. Ici en France, en tout cas, la proposition américaine de plan de paix ne semble guère convaincre le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, qui considère comme réel le risque d'un affrontement avec la Russie d'ici 3 à 4 ans. Il a appelé mardi les maires de France à sensibiliser leurs administrés en des termes plutôt éloquents. Jugez plutôt. Aucune raison d'imaginer que c'est la fin de la guerre sur notre continent, malheureusement.
la Russie se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Des propos, Bruno Darroux, condamnés à l'extrême droite et gauche du spectre politique, mais considérés comme pleinement légitimes par la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Le chef d'état-major est-il dans son rôle en préparant les esprits ou bien inutilement alarmiste, voire va-t-en-guerre, comme l'accusent nombre de responsables politiques aujourd'hui? Écoutez, de deux choses l'une, soit Fabien Mandon a parlé avec l'approbation au moins tacite du président de la République, ce qui semble le plus probable, soit son discours était proprement le sien et un peu surpris, notamment la fameuse phrase sur la France doit accepter de perdre des enfants. Enfin, toujours est-il qu'il n'y a pas eu de réaction pour le coup ni du président de la République ni du Premier ministre qui a été interrogé, qui a refusé de répondre. Et c'est une déclaration solennelle, de la ministre des Armées, qui soutient évidemment le chef d'état-major d'Emmanuel Macron. Le plus probable, c'est qu'il s'agit de faire passer un message. Après, moi, je trouve que se pose quand même le problème, certaines des réactions très critiques, posent le problème du fonctionnement en démocratie. Vous savez, l'armée française, on a longtemps dit que c'était la grande muette. Est-ce que c'est un chef d'état-major de dire ce genre de choses, ou est-ce qu'un chef d'état-major n'est pas là d'abord pour effectivement conseiller le président de la République, mais aussi, ensuite et surtout, exécuter ce que décide le politique. Donc, soit la parole politique n'est pas assez convaincante, soit on est dans une nouvelle forme de configuration. Après, sur le fond des choses, il a malheureusement peut-être raison, même s'il place cette possibilité de confrontation à 2030. Votre avis, Marc Sémois, avez-vous été surpris par ces propos? Les trouvez-vous déplacés? Non, d'autant que son prédécesseur, Thierry Bourcard, dans diverses interviews, en quittant ses fonctions, a plus ou moins tenu le même discours. Là, il est évident que si le chef d'état-major des armées a été parlé au maire, c'est parce que l'Élysée l'y a envoyé. Que l'Élysée ait lu l'intégralité du discours, c'est peu probable. Je ne crois pas que Emmanuel Macron aurait utilisé les mêmes mots, mais peut-être, justement, le général a eu raison de rappeler très concrètement ce que cela signifie. Parce qu'effectivement, le chef de l'État dit il y a l'ogre à nos portes, il évoque la possibilité, les risques de guerre, il explique même que la Russie nous a déjà déclaré la guerre, qu'il s'agit de se préparer pour éviter la guerre. Enfin, tout ça est tout à fait juste. Mais effectivement, il ne va pas jusqu'au bout en mettant l'opinion très concrètement face à tout ce que cela implique, à la différence de ce qui se passe en Finlande, en Suède, etc. Oui, la guerre, ça signifiera que la France perdra de ses enfants. La guerre qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, cette guerre conventionnelle de haute intensité, est une guerre d'attrition. Il y a eu 300 000 morts côté russe, peut-être même plus. Il y a peut-être un peu moins côté ukrainien. Donc c'est une guerre qui est dévoreuse d'hommes. Et d'ailleurs, ça fait partie de la dissuasion russe, parce que la Russie montre qu'elle est capable de sacrifier autant de soldats. Cela veut dire aussi des sacrifices économiques. C'est-à-dire, on est en train de discuter d'un budget où la moindre économie sur n'importe quel petit point pose problème. C'est évident que s'il faut passer véritablement à une économie de guerre, se préparer, nous armer l'Ukraine, cela signifie des choix économiques et aussi des sacrifices. Donc, le général Fabien Mandon a eu raison de mettre l'opinion face à ces réalités. Et on ne peut que s'en féliciter, alors que, le rêve du pouvoir politique est un peu n'ose pas aller jusqu'au bout dans les choses. Et un dernier point. Et un dernier point. Ouais. Il y a aussi une question, alors ce qui est effectivement plus angoissant en termes pour la démocratie, c'est que la parole des politiques est totalement dévaluée. Oui, voilà. Alors, il suffit de voir la popularité de Macron. L'institution la plus populaire en France, au niveau de l'État, ça reste l'armée. Ce qui est totalement nouveau par rapport à ce que ça pouvait être il y a 20 ans. Et donc c'est aussi parce qu'il a cette légitimité par rapport à l'opinion que le général Fabien Mandon, comme Thierry Bourcard avant, comme ses prédécesseurs Lecointre, sont des gens qui ont pris un énorme poids vis-à-vis de l'opinion. L'instabilité, le blocage politique, Bruno, justifie cette prise de parole. Voilà, c'est ce que dit en substance à l'instant Marc Sémois. Oui. Mais
Oui, mais non. C'est ce que je disais un peu aussi. C'est-à-dire que moi, je trouve dans un fonctionnement démocratique normal, pertinent, etc., moi, je continue à dire que c'est pas forcément un chef d'état-major en exercice de dire ce genre de choses, mais là où je suis d'accord avec Marc, c'est que très certainement, ça veut dire que la parole politique est très dévaluée. Donc, et je disais, on est peut-être dans une nouvelle configuration, mais elle n'est pas franchement rassurante, parce que si la seule institution publique respectée, c'est l'armée, ça questionne quand même. Donald Trump, on en parlait à propos de son plan pour l'Ukraine, décidément sur tous les fronts à l'international, le président américain qui se vante en faiseur de paix promet à présent de s'atteler au dossier soudanais. Écoutez. J'ai mis fin à 8 guerres et Sa Majesté voudrait que je fasse quelque chose de fort pour le Soudan. Ce n'était pas prévu que je m'implique là-dedans. Je croyais que c'était un endroit vraiment fou et hors de contrôle. Mais je vois à quel point c'est important pour vous et vos amis dans la salle, le Soudan. On va commencer à travailler sur le Soudan. Je ne pensais pas que ça arriverait. Que dire? Une demande express du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, en visite à Washington cette semaine, aussitôt saisi au bon. Ça ne se refuse pas. Mais enfin, pour être sincère, il avait déjà, il y a une semaine, commencé à parler du Soudan. Il y avait, se dessinait un début d'engagement américain. Oui, parce que bon, c'est une guerre terrible qui dure depuis 4 ans. C'est une guerre qui a déjà fait 10 millions de déplacés et de réfugiés, c'est-à-dire de déplacés à l'intérieur du Soudan ou de gens qui sont partis dans les autres pays, notamment au Tchad. C'est une guerre où plus de 40% des Soudanais sont dans l'extrême pauvreté. C'est une guerre absolument atroce qui a déjà fait 160 000 morts. C'est une des estimations qui court. La chute d'Al-Fasher, donc la grande capitale du Darfour, qui a été prise par les forces de réaction rapide, donc qui est l'un des 2 chefs de guerre, a été accompagnée d'atrocités terribles. Bon, pour toutes ces raisons, il était difficile de ne pas bouger. Alors, pendant longtemps, la tragédie de Gaza avait occulté ce qui se passait au Soudan, alors que la situation était, à bien des égards, y compris en termes de famine, absolument terrible. Bon, maintenant, il y a cette espèce de fenêtre d'opportunité qui fait que l'on peut enfin parler du Soudan. Ensuite, ce qui est dramatique, effectivement, c'est qu'on ne voit pas qui pourra envoyer et voudra envoyer une force de paix, une force d'interposition. Où même les humanitaires ne vont pas. Absolument, ou même d'une situation totalement incontrôlable. En quoi Donald Trump, qui a l'air de découvrir lui-même le problème, peut-il contribuer à la résolution du conflit, Bruno Darroux? Par la force de son leadership, très certainement, et parce qu'il peut-être s'est-il dit que vous voyez, il a dit qu'il avait déjà réglé 8 guerres. Faudrait faire le décompte exact, mais et donc il se dit que s'il arrive à faire quelque chose pour le Soudan, ça pourrait être bon pour sa candidature rêvée au prix Nobel de la paix. Mais enfin, à part ça, oui, il y a la force du leadership américain, mais il y a déjà eu des tentatives de médiation américaine beaucoup plus discrètes entre donc les 2 camps ennemis, entre les forces de soutien rapide de Mohamed Abdan Daglo et l'armée régulière commandée par le général Al-Bourhan, sans compter les acteurs régionaux qui jouent un rôle quand même très important et pas toujours très clair, à commencer par les Émirats Arabes Unis qui sont accusés de soutenir les FSR, notamment en leur fournissant beaucoup d'armements. L'Égypte, ces pays sont impliqués. Et Donald Trump lui-même, d'ailleurs, a quand même expliqué que, en gros, les Américains pourraient pousser tous les acteurs, à la fois sur le terrain, les acteurs régionaux, à essayer de trouver une solution, mais je ne sais pas s'ils vont s'impliquer au point d'être les médiateurs directs. Mais ils pensent que par leur effet de leadership, ils peuvent peut-être faire avancer un peu les choses. Mais honnêtement, là, Donald Trump, on lui souhaite bon courage. La semaine passée, Marco Rubio, le secrétaire d'État, avait appelé à cesser de vendre des armes aux forces de soutien rapide. Quel pouvoir a-t-il sur les Émirats Arabes Unis? Il a un pouvoir sur les Émirats Arabes Unis, mais ce n'est pas ses appels à cesser de vendre les armes qui vont suffire. Parce que arriver à trouver une solution, ou même à cesser le feu au Soudan, c'est compliqué. Parce qu'à la fois, sur le fond, rien ne sépare
Les deux, Al-Bourhan, le chef de l'armée, et Herméti, le chef des forces de soutien rapide, qui étaient alliés, qui avaient renversé ensemble la dictature de Omar el-Béchir, et qui ensuite sont séparés pour des pures raisons de pouvoir. Donc, il n'y a pas d'idéologie. Voilà. Le problème, c'est que c'est à la fois donc simple et très compliqué, parce que, c'est une pure logique de pouvoir, et c'est très compliqué parce que tout le monde s'y implique. Il y a effectivement les Émirats au premier chef, qui, eux, sont intéressés notamment par l'or que dans la zone des Métis existe, il y a des mines importantes qui partent vers les Émirats arabes unis, l'Éthiopie aussi, et du même camp. De l'autre côté, il y a l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie, même la Russie. Voilà, donc il y a quand même des acteurs régionaux qui commencent à intervenir. Donc tout ça fait que c'est une situation assez gazeuse, assez difficile à contrôler, et on voit mal de nouveau comment et qui voudrait envoyer des casques bleus comme force d'interposition dans les déserts soudanais. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci Marc Semo, Bruno Darroux. On va plus loin, c'est terminé. Retour à l'essentiel dans un instant. On viendra sur la situation en Ukraine, mais aussi les craintes que cela provoque ici en France avec, vous l'avez entendu, dans On va plus loin, les déclarations du chef d'état-major des armées.